C'est bon, je me lance. C'est parti. Donc, aujourd'hui, on va parler de quoi? Je profite de cette opportunité pour vous présenter des nouvelles fonctionnalités qu'on a ajoutées à Munia. Donc, le mode artefact. Le mode artefact, il y a un petit bouton que vous avez peut-être vu apparaître et vous vous êtes dit, ça fait quoi ça? Ça mange quoi en hiver? Donc, aujourd'hui, je vais démystifier tout ça avec deux démos. Une qui est ludique, inspirée de le jeu préféré de toute personne qui travaille à l'entreprise, dans notre entreprise, chez Carange Solutions. Honnêtement, je pense que ça va être rendu un critère d'embauche tellement qu'on adore Wordle. Une qui est plus professionnelle où on va créer des dashboards interactifs pour aller analyser de la donnée par l'intelligence artificielle. Vous allez voir, c'est quand même très cool. Je vais vous parler de partage d'assistants. Puis au-delà de ça, je vais vous parler aussi de, c'est cool maintenant qu'on peut se partager des assistants. Quoi faire? Quelle est la prochaine étape? Comment vraiment le rendre concret dans notre organisation? Puis je vais vous donner une petite démarche à suivre, là, notre recette, les 11 herbes et épices du colonel, donc notre recette secrète pour vraiment prendre un département, une équipe, puis aller intégrer plus d'intelligence artificielle, parce que c'est ça l'IA, c'est ça Munia, on en veut toujours plus. Et à la fin, on va faire une petite activité sur Mentimeter, juste pour boucler la boucle de ce semestre, de ce trimestre de formation et planifier 2026, parce que je commence déjà à penser à qu'est-ce qu'on va faire en 2026. J'ai des petites idées, mais je suis curieux de vous entendre. Donc, le mode artefact. Le mode artefact, on va parler d'un terme que peut-être vous avez déjà entendu, qui s'appelle le vibe coding. Ici, c'est une image de Rick Rubin, qui est devenu un peu l'emblème du vibe coding, sans le savoir. Puis Rick Rubin, pour ceux qui le connaissent, c'est un producteur de musique. Mais ce qui est vraiment drôle, c'est que c'est un producteur de musique qui a produit des chansons que vous connaissez tous. Là, je ne saurais pas les nommer, mais c'est plein des chansons les plus connues, les plus populaires. Mais le gars est incapable de jouer aucun instrument. C'est un peu contradictoire. C'est un peu la même réflexion qu'on va avoir avec le mode artefact, où vous allez être capable de coder des applications, mais vous ne deviendrez pas développeur. Donc, Rick Rubin, c'est pas jouer d'instrument, mais est un producteur de musique légendaire. Vous n'êtes pas développeur, mais vous allez pouvoir produire des applications, des pages web, des diagrammes, des schémas, des graphiques, et ainsi de suite. Là, peut-être un peu nébuleux encore, je comprends, et il n'y a rien de mieux qu'une bonne démo pour rendre ça plus concret. On va sortir de mon calendrier. On va aller ici. Donc, le mode artefact, il est ici. Si vous voulez l'utiliser, évidemment, il faut qu'il soit actif. Donc, s'il n'est pas en orange, il n'est pas actif. L'intelligence artificielle ne sera pas en mesure d'aller utiliser l'outil pour vous générer quelque chose. Si vous ne le voyez pas ici, ça se peut. Ça se peut que vous voyez plus quelque chose qui ressemble à ça, qui n'est rien ici. Il suffit d'aller cliquer ici sur les outils. Moi, je les ai tous épinglés à ma barre de recherche. Je trouve que c'est plus pratique. Sinon, vous pouvez le cliquer par ce menu-là également. Et aujourd'hui, la première démo là, qui est un peu qui est plus ludique, je vais dire, c'est assez simple. Génère un Wordle en français avec 5 lettres et un clavier fonctionnel. Donc, une phrase, 5 mots, je lui demande de me générer une application. Ça prend quelques secondes. Fait que là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, OK, Anthony m'a demandé de faire un Wordle. La première étape, je dois activer le mode artefact. Donc, quand on a la partie à droite qui apparaît, c'est ça le mode artefact. Là, pour l'instant, il est seulement en train de coder sa réponse. Puis plus tard, on va être capable de l'exécuter puis vraiment de voir l'application dans le navigateur. Et il est en train de me faire tout ça. Ça peut être assez long, là, parce qu'il y a quand même beaucoup de lignes de code dans l'application. Moi, j'ai choisi d'utiliser Claude Sonnet 4.5. C'est mon modèle préféré. C'est un modèle qui performe super bien quand on parle d'aller générer du code.
Et là, vous voyez, là, c'est encore dans un langage un peu charabia qu'on ne comprend pas trop. Même moi, je n'arrive pas à lire ça. La seule personne dans l'équipe, ce serait Simon. Simon, il est développeur, puis il lirait ça comme un bon livre. Pas moi. Pour l'activer, je vais utiliser le petit menu qui est en haut à droite. Là, c'est en mode code, mais si je le mets en mode aperçu, on va voir que l'application, elle va partir. Donc là, j'ai mon petit Wordle. On reconnaît l'interface qui est apparue, puis qui est fonctionnelle. Puis, tantôt, je vous ai parlé de vibe coding. Puis là, peut-être ça commence à être plus concret. La prochaine étape du vibe coding, c'est je vais lui demander de faire des modifications. Parce qu'il y a des petits trucs que j'aimerais pas, des petits trucs que je voudrais changer. C'est vraiment cette partie-là qui est vibe coding. Je vais simplement aller tester mon application. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un mot de 5 lettres à tester? C'est quoi vos classiques là, pour commencer votre Wordle en français? Mettez-moi-en un dans le chat, je vous implore, s'il vous plaît. Salut. Ah ben, je vais prendre école. École 2E, on y va. Et là, excellent. Je suis content que ça fasse le petit bug, parce que là, je me rends compte, hey, mon clavier, il ne fonctionne pas. Je tape sur mon clavier, il n'y a rien qui fonctionne, il faut que j'aille cliquer ici. Donc là, le vibe coding dit quoi? Ben, je vais seulement y aller et dire mon clavier ne fonctionne pas. C'est vraiment aussi simple que ça. Qu'est-ce que l'IA va faire? Elle va régénérer mon application avec un clavier fonctionnel. Ça se peut que des fois, ça ne réussisse pas du premier coup. Quand j'ai préparé mes démos, ça réussissait du premier coup parce que ce n'est pas une demande excessivement complexe, mais j'aurais pu faire des demandes plus complexes, lui dire bon, ben, j'aimerais qu'on fasse un Wordle de 6 mots seulement, de 6 lettres, qu'on mette seulement 5 opportunités pour donner la bonne réponse et ainsi de suite. Vraiment, là, votre limitation, c'est votre inspiration. Et là, mon clavier fonctionne, école. Donc là, j'ai le E. On pourrait y aller avec solde. Bref, vous comprenez le principe. Des heures de plaisir. Wordle, c'est incroyable. Tout le monde aime ça. Ça, c'était la démo un petit peu plus ludique. Maintenant, plus concrètement, ce serait quoi une façon de l'utiliser? Là, je vais générer un dashboard interactif pour analyser beaucoup de données. Fait qu'imaginez, vous avez des fichiers Excel, des fichiers CSV, vous voulez les analyser dans une vision plus graphique. Vous pourriez le faire sur Excel, mais ce serait plus long parce qu'on devrait importer notre donnée, potentiellement faire un tableau croisé dynamique, aller générer nos graphiques, générer nos filtres et ainsi de suite. Ça peut être plus compliqué. Ben là, je pourrais, par exemple, me générer un petit dashboard plus interactif. Et la requête, c'est la suivante. Je vais te fournir un dataset qui représente tous les bons de travail pour le département des travaux publics de ma municipalité. Génère un tableau interactif qui va me permettre d'analyser cette donnée. Puis je vais simplement aller téléverser le document. Donc, je l'ai ici. Donc, vous connaissez le principe. J'ai activé mon mode artefact. J'ai fait ma requête. Il va comprendre que le meilleur outil pour répondre à ma demande, c'est d'activer le mode artefact. Et à partir de là, va générer une petite application qui répond à mon besoin. Et je vous remets vraiment là, exactement dans le même processus que j'ai fait en préparant mes démos pour vous montrer que, tu sais, comment ça peut être très naturel. C'est juste de lui donner des bonnes indications. Si vous êtes dans cette rencontre-là aujourd'hui, vous connaissez les principes de prompting. Donc, toujours être clair avec l'IA pour que l'IA comprenne ce qu'on veut faire. Et règle générale, ce qui devrait arriver, en fait, je sais que ça va arriver parce que j'ai vu le code, il ne va pas avoir accès à toute ma donnée. Mon document de mémoire, c'est 1002 lignes. Puis là, parce que j'y ai donné dans la conversation, il a pris les données, il a voulu les rentrer dans son tableau.
Puis je sais que ça va comme causer un petit enjeu sur la qualité. Mais ce n'est pas grave. On fait du vibe coding. On travaille en itération. Donc là, tout de suite, j'ai un petit tableau. Je vais le rendre même un petit peu plus large pour que ce soit plus agréable à regarder, où je peux aller appliquer des filtres par technicien, appliquer des filtres par type de service. J'ai mes données qui se mettent à jour en temps réel. Je peux, c'est ça, filtrer par type de district. Mais, comme je disais, je n'ai pas toutes mes données. Quand je faisais ma démo, je me suis dit, OK, je n'ai pas toutes mes données, comment je fais? Peut-être que si je lui dis, hey, avant de générer le tableau, dans ton application, mets-moi une place où que je vais pouvoir téléverser mes données, ça va fonctionner. Donc, tout ce que j'ai fait, c'est je suis allé, j'ai retapé dans ma barre de conversation, dans Munia, j'ai dit, ben, on va retravailler le graphique, le tableau. On va ajouter une place, un bouton où je peux téléverser un fichier CSV. On va garder les mêmes colonnes et on va garder la même mise en page. Petite instruction, super simple, super humaine. Et il va repartir. Donc, il va régénérer mon application. Ça va prendre quelques secondes. Puis vous allez voir ici, il y a un petit bouton en bas à droite. Pendant qu'il est en train de générer, vous allez pouvoir cliquer ici, puis télécharger votre application. Là, il l'a généré en TSX. Ce que je vous recommande, c'est de lui demander, vraiment comme ça, génère l'app en HTML. Donc, là, je ne le ferai pas parce qu'il est encore en train de travailler, mais ça ferait que quand je vais télécharger, au lieu d'être une application .tsx, ça va être une application .html. Ça va vous permettre de faire de quoi qui est quand même cool. Je vais vous le montrer après. On voit, il est rendu à quand même 350 lignes. Ça devrait être sur la fin. Ça devrait arriver bientôt. Excellent. Donc, je mets mon aperçu et je vais lui téléverser mon fichier, donc mon fichier CSV. Et là, en un clic, j'ai mon tableau interactif avec mes 1002 lignes. Toutes mes données sont là. Puis là, je peux aller faire de l'analyse en temps réel. Là, j'y suis allé super linéaire, mais j'aurais pu lui faire générer un graphique avec des colonnes, un graphique avec des points, un graphique en pointe de tarte. C'est vraiment, la limitation aurait été mon inspiration. Là, c'est cool, ça m'a fait une petite application, mais cette analyse-là de mes bons de commande, je la fais à tous les mois, puis je veux réutiliser cette application-là. Donc, qu'est-ce que je fais? Je clique sur le petit bouton ici. Je me suis assuré de lui faire générer en HTML et ça va me donner quoi? Ça va me donner un fichier que je vais avoir dans mes documents. Là, vous le voyez peut-être ici, je l'ai généré ce matin. Donc, quand je le clique, ça réouvre mon application. Donc, j'ai mon application à moi que j'ai créée pour mon besoin, le besoin de mon département. L'application, je me suis assuré qu'elle fonctionne. Elle répond exactement à ce que j'ai besoin, puis je peux la partager à quelqu'un. Donc, je peux envoyer cette application-là à une autre personne dans mon département, dans mon équipe, qui fait cette procédure-là constamment. Les autres idées que j'avais, par exemple, on pourrait se créer des applications pour si vous avez des plans de maintenance. Bon, ben, on va chercher le plan de maintenance du fournisseur, on génère une petite application, l'utilisateur l'ouvre, remplit qu'est-ce qui a été fait pour la maintenance 1 mois, 8 mois, maintenance aux 2 ans, remplit les informations nécessaires, clique sur compléter, ça nous génère un document PDF standardisé qu'on peut mettre dans nos dossiers. Donc, c'est plein de petites façons. Vraiment, c'est un outil super puissant, puis c'est vraiment le fun à jouer avec. Là. Je vous encourage fortement à aller le tester. Est-ce qu'il y a des questions à ce stade-ci?
Parfait. On va continuer. Donc, les deux démos, je les ai mises ici. Je vais vous partager dans un instant, à la fin de la rencontre, le lien vers le Drive partagé où vous avez accès à la présentation si vous voulez faire les tests par vous-même. Ce qui m'amène à un petit feature qu'on a ajouté la semaine dernière qui était quand même beaucoup demandé, le partage d'assistants. Vous allez voir, c'est vraiment simple, c'est une démo qui est très, très courte. Je vais aller dans Munia. Et si vous avez des assistants, je pense que j'en avais un que j'avais préparé pour cette démo. Bon, on va y aller avec celui-là, démo politique des familles. Bon, disons, j'ai mis ma politique des familles. Je veux la partager à tout le monde dans l'équipe. Qu'est-ce que je peux faire dans ma vue de création d'assistants? Cette vue-là, je crois que vous savez vous y rendre. Il y a un petit bouton ici qui est apparu maintenant. Si vous le cliquez, vous allez avoir une barre de recherche ici. Donc, vous pouvez simplement mettre le courriel de la personne à qui vous voulez partager l'assistant. Donc, plus besoin de tout le monde recréer son assistant, puis tout le monde doit le garder à jour. Maintenant, vous avez juste une personne qui s'occupe de le développer, de le créer, de le mettre à jour, puis vous le partagez. La personne qui est propriétaire, la personne qui l'a créé, va garder le contrôle, puis comme ça, vous allez tous avoir une version de l'assistant qui est à jour. Donc, super pratique pour tous ceux qui ont beaucoup d'assistants basés sur des règlements, sur des documents internes. Cette fonctionnalité-là, là, utilisez-la. Nous, à l'interne, on a déjà commencé à beaucoup l'utiliser puis à intégrer des assistants partagés dans nos procédures. Exemple, je pense à Jean et Eridji qui sont là aujourd'hui sur la création de nos programmes de formation. On s'est fait un assistant où on lui dit la formation 1 est tel jour, la formation 2 est tel jour, crée mon calendrier. Puis là, on a des règlements, pas des règlements, mais on a des normes pour, bon, ben, le jour après la formation 2, on envoie tel courriel, ça va nous donner les dates, puis après, on met ça dans notre programme de gestion. C'est le genre de choses qui nous aident à sauver du temps, sauver en formation, standardiser nos processus, s'assurer que ça va toujours être fait de la même façon. Puis, avec le partage d'assistants, ben, Jean a créé l'assistant, il l'a partagé à tout le monde dans l'équipe. Comme ça, tout le monde dans l'équipe fait la tâche exactement de la même façon. Y a-t-il des questions? Pas de questions ici. Et le point 3, je vous présente, en fait, je vous propose un petit exercice que vous allez pouvoir faire de votre côté dans votre organisation avec toute personne qui utilise l'IA et qui aime l'IA autant que vous. Donc, c'est une version très simplifiée de la vision stratégique, de l'implémentation stratégique qu'on va faire avec nos clients. Mais je vous le propose, puis je pense que ça peut être un très bon atelier à s'organiser là, début 2026. Commencer l'année en grand. Souvent, on va avoir nos résolutions personnelles de nouvelle année, se remettre en forme, perdre du poids. On peut avoir des résolutions aussi d'organisation. Ça pourrait être quand même, je pense que c'est vraiment un bon point de départ. Donc, c'est une approche qu'on fait qui, pour nous, fonctionne très bien. Puis là, je vous propose la version diète. Puis la version diète, c'est quoi? On va commencer avec le point de départ, c'est identifier la personne contact. Donc, la personne qui va être plus responsable du projet. Potentiellement, c'est vous parce que ben, vous êtes ici puis vous êtes sûrement plus motivé sur l'IA. C'est donc le point 1. Point 2, organisez une rencontre avec 2, 3, 4, 5 personnes dans votre organisation ou votre département. C'est sûr que ça va être plus facile si c'est dans votre département, mais si vous êtes une organisation qui est plus petite, allez-y avec l'organisation. L'idée, c'est de rassembler tous les gens qui ont un intérêt sur l'IA. C'est des gens qui aiment l'utiliser, qui l'utilisent à tous les jours, pour qui ça s'est vraiment imbriqué dans leur façon de travailler. On vous met tous dans la même pièce. Puis le but, c'est de parler de quels assistants vous voudriez créer pour votre organisation. Donc, c'est un atelier de brainstorming. Trouver des processus que vous avez en commun, des documents que vous consultez en commun. Donc, tournez la conversation autour de ça et notez-les, ce qui va vous emmener au point 3, aller développer ces assistants-là. Vous pouvez y aller développer la façon de travailler qui fonctionne pour vous.
je verrais deux options. Option 1, c'est une personne, comme votre crack en informatique, qui fait les assistants pour tout le monde. Option 2, chaque personne fait un assistant. Vraiment, vous y allez avec le temps que vous avez à mettre et ce que vous avez envie de faire. Puis finalement, une fois que les assistants sont faits, on se les partage, on se fait une petite séance de formation et voilà, le projet est réglé. Je pense que si vous mettez 3-4 heures totales, vous devriez être capable d'arriver à de quoi quand même intéressant. Et j'ouvre la porte. Là. Si vous rencontrez des défis, des enjeux à ce niveau-là, n'hésitez pas à nous contacter. Ça va nous faire plaisir de vous aider. Et voilà, on ne va pas aller tout de suite ici. Donc, ça, c'est pour la partie formation.